Certains managers vivent le standard comme quelque chose en fait qui risque de les enfermer. L'innovation, c'est pas juste des bonnes idées, une veille technologique et des processus d'expérimentation. Et en fait, ce rôle-là, en fait, c'est un mouton à 5 pattes. Est-ce qu'on va mettre en difficulté l'activité opérationnelle si on monopolise une personne pour expérimenter, innover? Ça montre toute la notion de dynamique que peut avoir un standard. C'est Sanofi qui disait que sa plus grande réussite là-dedans, c'était d'avoir dit non à plus de 80% des idées. Oui. Bonjour Samir. Bonjour Younes. Écoute, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui autour de ce nouveau podcast. On va parler de plein de sujets tout autour du lean et de l'innovation. Ouais. Et partager nos points de vue, nos expériences autour de ce sujet-là. Donc pour rappel, en fait, on se retrouve dans ce cadre avec le collectif Uptrade. Alors le collectif Uptrade, c'est un collectif étendu au service des cabinets de conseil autour de 3 practices: la practice de performance industrielle, supply chain et excellence opérationnelle. Et en fait, on vous apporte une réponse sur une mission urgente, par exemple, en moins de 48 heures, ce qui vous permet d'être serein et de staffer vos missions avec la bonne compétence au bon moment. Donc sans plus attendre, écoute, on va introduire ce sujet. On en a longuement discuté ensemble. Le lean et l'innovation, finalement, est-ce qu'il va plutôt freiner ou accélérer cette innovation-là? Dans un premier temps, ce qui serait utile de rappeler finalement, Samir, si tu peux nous aider aussi à poser le contexte, finalement, quand on parle de lean et innovation, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de contexte sur ce qu'est le lean dans ce cadre-là, Ouais. pour qu'on puisse après dérouler, détricoter tout ça sur l'aspect innovation? Avec plaisir. Alors, on est aujourd'hui, je pense, confronté à plusieurs forces, à la fois le besoin de ralentir et le besoin d'accélérer. Donc ralentir, c'est-à-dire stabiliser, poser un cadre, renforcer ses pratiques, Oui. et accélérer une recherche d'innovation. Et je pense que c'est lié à plusieurs forces, à la fois une force qui est liée aux effets de mode et également aux vraies, disons, révolutions technologiques. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, donc Oui. c'est effectivement une force. Et il peut y avoir une peur, un peu ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, et donc avec une tendance à se précipiter, à tester des choses alors que le sol est encore un peu mouvant. Donc on va effectivement s'intéresser à ça, à finalement quel est l'équilibre entre accélérer et ralentir, et est-ce que le lean, comme tu l'as dit, est un levier pour innover, ou au contraire, est-ce que sa volonté de standardiser va pousser à freiner cette innovation? Oui, il est utile, je pense, de rappeler aussi aux auditeurs que ce podcast, on l'a construit aussi dans le cadre d'entreprises qui sont déjà matures sur le marché. Donc on ne va pas s'intéresser nécessairement à des startups ou des scale-up. On est Oui. plutôt sur de l'ETI ou de la grande entreprise qui a déjà un marché en fait sur lequel on va dire les progressions de croissance sont des croissances à un chiffre. Et puis sur lequel en fait on a une certaine maturité en termes de concurrents, etc. Oui. On va dire un environnement plutôt établi. C'est ça. Donc on parlera d'innovation plutôt incrémentale, en opposition ou presque à l'innovation de rupture ou disruptive. Et donc tu as effectivement... alors posons le cadre, qu'est-ce que le lean? Bien très sûr, rapidement. clairement. Une organisation lean, qu'est-ce qu'il y a finalement en fondation? Donc c'est une organisation qui pose un modèle opérationnel avec à la fois des postures managériales, avec un système d'organisation qui permet d'aligner de manière stratégique des objectifs et l'activité opérationnelle. Et on peut peut-être faire le distinguo sur deux approches, deux niveaux, et qui peuvent parfois causer des pièges ou des malentendus par rapport au lean quand on déploie une telle démarche. On peut parler de méthodologie, on parle de méthode lean, mais je pense que c'est important de souligner que de ce point de vue-là, on est plutôt sur une approche locale pour accompagner des équipes. On va parler plutôt de pratique lean, à l'opposé d'une approche plutôt stratégique qui va là toucher l'ensemble de l'organisation, et c'est là où on peut en attendre beaucoup plus de gains. Donc voilà ce qu'on entend par lean. Et puis l'innovation, alors on va en parler effectivement, mais c'est quel cadre, à partir de quel moment on peut innover, à partir de quel niveau de maturité on peut innover, est-ce qu'on peut tester des choses à peu près n'importe quand, et donc on va parler principalement d'innovation incrémentale et d'innovation dans la capacité à résoudre finalement des problèmes. Tu le dis très bien, la résolution de problèmes, c'est un élément clé du lean, et c'est cette culture en fait d'apprentissage
qu'on va essayer en fait de faire parler avec cette notion d'innovation Ouais. pour faire émerger soit des nouveaux besoins. Il y a par exemple Toyota, c'est un exemple intéressant qui souvent en fait a travaillé sur ce qu'on appelle du market pool en fait, plutôt que du market push, c'est-à-dire qu'ils vont aller dresser des besoins latents chez les consommateurs, chez les clients, plutôt que de pousser des innovations qui sont travaillées en chambre des années durant, et avec le risque, comme on l'a souvent, d'avoir en fait un market fit qui ne soit pas au rendez-vous. Ouais. Alors c'est vrai que Toyota, c'est le cas, l'exemple symbolique par excellence. Et effectivement, on constate que l'innovation part des standards. Mhm. Donc c'est là où on a une idée que les standards, finalement, c'est quelque chose de figé. Alors que finalement, tu as parlé de culture d'apprentissage et les standards matérialisent cette culture d'apprentissage. C'est-à-dire que une fois qu'on est passé par un cycle PDCA ou autre qui finalement, si on le vulgarise, qui consiste à dérouler des actions, prendre du recul sur celles-ci, en tirer les enseignements, puis optimiser, tester de nouvelles choses et en boucle, ce cercle vertueux finalement nous amène à institutionnaliser au sein des organisations les pratiques les plus matures et donc qui sont passées par ce cercle vertueux d'apprentissage et de renforcement. Donc on a effectivement cette idée reçue que les standards sont finalement figés, et alors que c'est un terreau fertile pour innover. Et chez Toyota, effectivement, ça part du terrain et ça part des standards. Exactement. Bah, tu as parlé de fondation tout à l'heure. C'est utile de rappeler en fait que certaines entreprises dans lesquelles on accompagne des missions de conseil, on arrive en fait, on pose une question très simple: est-ce que vous avez un standard? Dans la moitié des cas, en fait, la réponse est non. Et en fait, souvent, tu as raison aussi de parler de cette idée d'enfermement. Certains managers vivent le standard comme quelque chose en fait qui risque de les enfermer dans une posture, dans une pratique. Alors que la définition, moi, que j'ai en tête du standard, c'est la meilleure pratique observée à un instant T et validée Exactement. par les équipes. Exactement. Et ça, en fait, quand on l'a bien compris et internalisé, ça montre toute la notion de dynamique que peut avoir un standard, et que c'est pas on va dire un format A3 par exemple qui va être gravé dans le marbre, plastifié et qu'on ne pourra jamais toucher, bien au contraire. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi à véhiculer au sein de nos missions auprès de nos clients. Pas toujours bien compris que finalement on a le droit d'y toucher. Oui, tout à fait. C'est vrai que les standards dans le domaine, enfin dans l'environnement Lean, on parle aussi de pratiques documentées. Finalement, c'est quelque chose qui est formalisé, qui peut évoluer en fonction des pratiques, et c'est à partir de là où on se permet d'expérimenter et justement d'aller chercher potentiellement de l'innovation. Et alors, voilà, effectivement, on a parlé de Lean. Le pendant, l'innovation, quel cadre le Lean peut apporter à de l'innovation. Et tu as parlé effectivement de système d'apprentissage. Le Lean répond à ce sujet qui est, disons, l'apprentissage organisationnel. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de littérature aujourd'hui, de plus de 50 ans de recul. Peter Senge a popularisé la notion d'organisation apprenante. Mais on a Chris Agiris aussi qui a travaillé sur les boucles de rétroaction, les boucles d'amélioration simples et doubles. C'est-à-dire que la boucle simple, on va chercher à réduire les écarts entre une situation donnée et une situation cible. Donc là, on est plutôt sur des approches de résolution de problèmes. Et la double boucle, et c'est là où c'est intéressant, ça raccroche avec notre notion de standard, c'est le fait de remettre en question les standards. Donc on a à la fois le fait de résoudre des écarts de performance ou en termes de problèmes, et on peut aller beaucoup plus loin, et c'est quelque chose qui est clairement poussé par le Lean, c'est-à-dire remettre en question le statu quo et ne pas s'arrêter finalement à la partie visible, rendre visible justement l'implicite. Et donc voilà, donc on a une littérature assez importante sur ce sujet-là d'apprentissage organisationnel. Donc c'est comment on institutionnalise des pratiques d'apprentissage dans les organisations, et on a aussi les modèles de capitalisation de la connaissance par Nonaka aussi, qui est un chercheur japonais, qui a plutôt travaillé sur le fait de faire passer une connaissance d'un point de vue implicite, d'un domaine implicite vers de l'explicite. Comment capter et comment maintenir la connaissance au sein des organisations. Il y a un exemple éminent justement sur cette capitalisation du savoir
aussi chez Toyota, on va les prendre pour exemple encore une fois. Dans le cadre par exemple du développement de la Toyota Prius qui a eu lieu à partir de l'année Oui. 97 jusqu'à 2000, 2000 et quelques, en fait ils ont développé tout le standard qu'on appelle aujourd'hui A3, Mhm. qui permet en fait de pouvoir capitaliser sur un format synthétique avec des références communes, le contexte, la problématique de base, les étapes clés par lesquelles on est passé, les résultats et puis les leçons apprises par exemple. Bon, ça c'est Ouais. les éléments de base. Et en fait c'est vrai que cet A3 là est pour moi aujourd'hui une fondation qui permet de capitaliser, de faire partie, faire partir et faire partie d'une organisation ce savoir-faire. Mhm. Et on a un autre exemple qui est beaucoup plus récent. C'est une entreprise qui travaille dans le secteur de l'assurance, plus précisément dans l'assurance tech. Donc ça s'appelle Allan, Oui. Allan. Donc c'est une entreprise qui a quelques années maintenant derrière, qui n'est plus vraiment une start-up, mais en tout cas on la qualifie comme telle, et qui a développé en fait une fondation que je trouve intéressante à éventuellement questionner sur nos modèles industriels. C'est la culture de l'écrit. La culture de l'écrit commence, c'est-à-dire qu'en fait l'écrit devient un élément fondamental pour la collaboration et la communication entre les collaborateurs. Parce que si, pour poser le contexte un petit peu d'organisation de Allan, ils sont en fait dans une organisation quasi asynchrone, où tout le Oui. monde est en télétravail, dans les 4 coins du monde. Et donc, il y a plus de possibilité de se synchroniser comme on le fait, par exemple, dans des temps de réunion ou des rituels, comme on le connaît plus classiquement dans Mhm. les organisations Combien de industrielles. collaborateurs? Ah bah, ils sont facilement autour des 1000, 2000 Ouais. collaborateurs. On Ouais. a tendance à Ah attendre oui, ça d'une petite structure, mais là, en bien l'occurrence, sûr. c'est une structure C'est importante. c'est une grosse structure aujourd'hui. Je ne sais même pas si on appelle pas ça une scale-up, voire plus, à Mhm. voir, à préciser pour ceux qui connaissent le jargon de la tech. Mais grosso modo, aujourd'hui, cette culture est devenue un élément clé pour matérialiser la résolution de problèmes. Parce qu'en fait, ils ont créé, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu GitHub, par exemple, chez les développeurs, ils ont créé en fait tout un corpus documentaire autour de GitHub pour Ouais. mettre à disposition toutes les problématiques à résoudre en temps réel, toutes les problématiques qui ont été résolues à date avec les actions qui ont été mises en place pour les résoudre. Et en fait, quelqu'un qui va venir questionner, on va dire, une problématique, au lieu de se lancer bien en tête à la résolution, il va d'abord regarder est-ce qu'il y a eu des initiatives identiques ou pas, et Mhm. ensuite de pouvoir éventuellement capitaliser sur la connaissance commune. Et ça, c'est un exemple intéressant parce que grâce à ça, alors ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais ils ont quasiment supprimé toutes leurs réunions. Donc ça, c'est Ouais. aussi un parti pris très très tranché. Ouais. Effectivement, c'est assez en rupture comme aujourd'hui les réunions sont questionnées. Finalement, est-ce qu'elles ont la valeur attendue? On ne les prépare plus. Les comptes rendus sont faits euh, ponctuellement, on va dire. Exactement. Et puis, c'est vrai que là, c'est une manière de matérialiser tout ça. Alors, je reviens un peu sur cette tension entre l'innovation et finalement le fait de vouloir standardiser, puisque je partageais plutôt une expérience là, personnelle. Je travaille pour un acteur majeur des télécoms aujourd'hui et j'ai la chance donc de faire partie d'un pôle excellence opérationnelle qui est donc dans le même service, on a une cellule innovation. Et donc cette tension entre l'envie d'innover et nous qui poussons pour avoir quelque chose de stable, un environnement solide avant d'expérimenter des choses, eh bien c'est quelque part un travail du quotidien. Mm. Et c'est là où on se pose la question du cadre. Finalement, quel cadre peut apporter le Lean, peut apporter pour avoir ce socle solide d'innovation. Et effectivement, là, on fait... alors, j'avais vu dans la littérature certains exemples, Vinci, Boeing et Sanofi, qui avaient une liste de prérequis. C'est-à-dire à partir de quand on peut se permettre d'expérimenter pour chercher de l'innovation. Et dans toutes leurs approches qui ont chacune un nom différent, il y avait ce point commun de quelle est la valeur apportée pour les opérationnels. Donc, est-ce qu'on a un système pour quantifier un peu le retour sur investissement? Bon, ça peut vite devenir un exercice laborieux, mais en tout cas, ça fait partie de la valeur apportée, fait partie d'un des éléments de prérequis. Le deuxième point, c'est la stabilité opérationnelle. Et donc, aucun de ces acteurs-là industriels ne se lance finalement si le terrain est mouvant. Et enfin, il y avait un troisième point qui... Alors, je vais m'en souvenir de tête. Non. Donc, je vais tricher et regarder ma petite fiche.
Le troisième point, c'était les compétences. Voilà. À quel point il y a de la redondance dans les compétences? Est-ce qu'on va mettre en difficulté l'activité opérationnelle si on monopolise une personne pour expérimenter, innover, et donc le run Oui. va être laissé de côté. Et à la fois, si on a cette redondance, ça veut dire qu'on peut puiser dans une expertise pour justement aller décortiquer, investiguer sur une meilleure façon de faire. Et donc, alors moi je le vois dans mon environnement actuel, c'est-à-dire qu'on essaie de poser des prérequis et un cadre à l'innovation, avec justement ce lien entre les cas d'usage métier, finalement, à qui ça va servir, à quoi ça va servir. Et donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'innovation, c'est pas juste des bonnes idées, une veille technologique et des processus d'expérimentation, c'est aussi une liste de prérequis bien établie qui permettent de mettre des jalons de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et je crois que c'est Sanofi qui disait que sa plus grande réussite là-dedans, c'était d'avoir dit non à plus de 80% des idées. Oui, très intéressant. Ouais. Et pas justement dire oui à un certain nombre d'idées. Ouvrir à tout va, et donc ça fait beaucoup d'énergie de perdue, des coûts aussi. Donc c'est toujours intéressant d'expérimenter, mais à quelle fin, pour qui, et vraiment de prendre le temps, parce qu'aujourd'hui on est, encore une fois on l'a dit en préambule, mais on est soumis à des forces de allez-y vite, Bien sûr. c'est maintenant que ça se Bien passe, sûr. mais ça sollicite beaucoup d'énergie des équipes, des coûts qui sont conséquents, et donc il y a un équilibre clairement à trouver entre les deux. Tout à l'heure, tu disais justement, il y a la partie prérequis. Si on revient à la partie tension entre le lean et l'innovation, l'innovation, souvent, elle est observée en fait dans le cadre, par exemple, de cellules qui sont spécialisées au sein d'entreprises Oui. et à qui on va confier un budget, une mission, des objectifs très clairs. Le lean, on le sait, l'ambition, c'est bien entendu de diffuser cette culture au sein de tous les services, à tous les niveaux hiérarchiques. À ton sens, parmi les expériences que tu rencontres, par exemple, dans les télécoms, comment on arrive à faire en sorte de matérialiser cette innovation auprès du collaborateur lambda dans son horizon quotidien, en fait? C'est ça le challenge. Alors, tu mets le doigt sur un point qui est essentiel et qui fait partie des travers quand on parle de Lean. On a d'ailleurs appelé maintenant excellence opérationnelle pour redorer un petit peu le blason. C'est que c'est indéniable, le Lean apporte des gains en temps, en efficacité dans les organisations. Et le piège aujourd'hui, c'est que ce gain de temps, on va l'utiliser pour alléger les équipes de leur effectif. Alors que normalement, on est censé plutôt leur donner du temps pour prendre du recul sur leurs activités et justement tester des choses, s'approprier les sujets et résoudre leurs problèmes de manière innovante. C'est là où on a clairement de l'innovation dans la manière de résoudre les problèmes liés à son environnement. Et donc ça, c'est un gros travers, je pense, et qui empêche les équipes opérationnelles de vraiment être acteurs dans cette recherche d'innovation. Et donc, eh bien, on devrait redonner la place aux collaborateurs dans son quotidien avec ce principe qui m'est cher, qui est le principe de subsidiarité. On en a aussi beaucoup parlé en préparant cette émission, puisque ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on est en quête de sens, d'autonomie, de responsabilité. Eh bien, le principe de subsidiarité donne la priorité au niveau le plus local pour résoudre des problèmes, pour être acteur de son changement et pour s'approprier un certain nombre d'expérimentations qui vont mener ou pas à des innovations, mais en tout cas, c'est l'idée de base. D'ailleurs, le secteur automobile a été un des précurseurs de ce principe de subsidiarité, autour par exemple de ce qu'on a appelé les cercles de qualité, les groupes autonomes de travail, les équipes autonomes aussi, qui sont progressivement, on va dire, sont développées, etc. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus trop, et l'organisation en fait s'est remise dans un mode presque un peu plus hiérarchique, et qui vient se rencontrer aussi en tension avec d'autres organisations qu'on retrouve dans des secteurs, par exemple, un peu plus services, des organisations qu'on appelle libérées, par exemple. On retrouve dans certaines entreprises industrielles, mais finalement, ce principe de subsidiarité, j'ai l'impression qu'il est clairement bafoué au quotidien et qu'on n'y arrive pas vraiment, alors qu'on aimerait en fait justement donner les leviers à chaque opérateur ou chaque collaborateur de résoudre ses problèmes à son niveau. Et ça, est-ce que c'est une question finalement managériale? Est-ce que c'est une question de moyens, de ressources? Enfin, à ton sens que... Alors, je pense qu'il y a clairement un côté posture, culture managériale, où peut-être besoin de plus lâcher prise, de plus faire confiance et de mettre en responsabilité. Je pense que le management, de manière, dit de manière assez grossière, cherche sa place aujourd'hui.
en France, enfin même aujourd'hui, peut-être depuis un certain temps, et qu'il y a un certain nombre de pratiques à explorer, à remettre en question. Et si on veut aller chercher justement les pratiques d'amélioration continue, etc., on n'a pas le choix que de justement se remettre dans une dynamique positive pour les collaborateurs. J'aime bien, c'était Taishi Ono qui disait, donc le célèbre ingénieur chez Toyota, qui disait le Lean ne produit pas des voitures, il produit des gens qui s'améliorent. Ouais. Donc si on laisse vraiment la place à l'humain, si on fait confiance, on laisse faire, on responsabilise, on autonomise et on met en visibilité les problèmes à toutes les strates de l'organisation, eh bien, ça permet de converger vers quelque chose qui sera plus sain en termes de fonctionnement et d'innovation. J'aimerais revenir sur un point aussi, comme facteur clé de succès justement pour mixer cet aspect lean et en faire un accélérateur de l'innovation, il y a la notion de client. Oui. Et justement, si on revient dans le cadre du podcast, on est dans des entreprises qui sont d'une taille assez conséquente, avec des services parfois très silotés, et des collaborateurs qui ont perdu totalement le lien avec le client final, on va l'appeler comme ça. Maintenant, bien entendu, on a des processus, on a des clients internes, des fournisseurs internes, etc. Donc on peut recréer cette dynamique-là. Mais finalement, aujourd'hui, à mon sens, pour créer justement ce climat d'innovation, il faut être le plus en contact en fait des besoins de ce client, de l'écoute, cette fameuse voice of customer, pour pouvoir définir à la fois les besoins exprimés, mais aussi les besoins latents. Et j'en parlais tout à l'heure, l'exemple de la Toyota Prius, c'est extrêmement intéressant, parce que tout est parti d'une vision qui est venue rencontrer un marché. La vision était en fait de dire que on ne peut plus en fait continuer à utiliser les énergies fossiles comme on le faisait dans les 20-30 dernières années, et qu'il fallait trouver une solution pour plus de sobriété, pour aller chercher aussi une génération qui avait besoin de plus de sens dans la consommation des véhicules. Et donc en fait, c'est comme ça qu'est née la Toyota Prius, cette fameuse voiture hybride qui aujourd'hui en fait, en termes de motorisation, est devenue une référence qui est juste implémentée dans toutes les automobiles, marques en tout cas constructeurs connus du marché. Et ça en fait, comment ils l'ont fait? Ils ont travaillé sur la vision avec autour d'un rôle qui s'appelle le Chief Engineer Officer. Et en fait, ce rôle-là, en fait, c'est un mouton à 5 pattes, on en parlait l'autre fois. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont des dizaines, voire des trentaines d'années une trentaine d'années dans l'entreprise, avec une très bonne connaissance des process, des produits, de l'organisation, et qui, du coup, est capable d'orchestrer toute une innovation de A à Z. Pour exemple, cette Toyota Prius, en fait, elle a mis moins de 4 ans en time to market de l'idée à la mise sur le marché. Et ça, c'est extrêmement... C'est clair. Voilà, c'est un cycle très court. Là où, en fait, la plupart des véhicules, même vie-série, c'est-à-dire juste une reconduction classique d'un véhicule, mais des fois 2 à 3 ans. Donc, c'est là où on voit en fait, qu'il y a quelque chose au-delà au-delà de l'innovation. Il y a une organisation, un cadre qui s'est mis en place pour y arriver. C'est intéressant parce que là, c'est vrai que tu as évoqué tout à l'heure l'organisation un peu qu'on peut mettre en place autour de l'innovation. Donc on fonctionne soit par cellule, moi en l'occurrence dans mon service actuel c'est une cellule innovation dédiée qui est en proximité des acteurs opérationnels. Et là l'exemple de la Prius, c'est qu'on a finalement décentralisé un peu cette innovation auprès de certains acteurs clés qui ont l'objectif de fédérer ces dynamiques et de finalement donner une vision de bout en bout pour développer un produit disruptif, innovant en un minimum de temps. C'est un exemple frappant. Oui, exactement. Est-ce que tu as un autre exemple auquel tu penses justement sur cette tension-là dont on parlait tout à l'heure qui te viendrait à l'esprit? Écoute, non, je crois que Nissan, Renault, pour en revenir un peu aux critères d'innovation, avait vraiment... j'ai essayé de faire un petit tour des différents frameworks qui existaient là-dessus, et je peux peut-être citer, pour compléter les 3 acteurs que j'ai cités tout à l'heure, industriels, ont finalement le même seuil, avec des seuils de ROI, de valeur attendue, cette notion de compétence, redondance de la compétence, et le côté vraiment cas d'usage stabilisé, avec des processus qui sont vraiment, vraiment stables. C'est à ça que je repense, mais sinon j'ai pas d'autres cas spécialement à poser aujourd'hui. En résumé, j'ai l'impression qu'en fait, l'innovation, tu as parlé de prérequis. Il faut qu'on mette en place un certain nombre de facteurs clés de succès avant de prétendre innover. Que derrière, en fait, le lean, en réalité, en fait, on peut se dire que c'est un accélérateur à condition de le diffuser
sur tous les niveaux et de faire en sorte d'avoir en fait un cadre qui soit bien, qui le permette avec ce fameux principe de subsidiarité, notamment. Oui. Est-ce que tu pourrais rajouter quelques éléments par rapport à c'est cette conclusion aussi pour rebondir, tu l'avais évoqué aussi quand on avait préparé, c'est que c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais pour innover, il faut un cadre. Ouais. C'est indispensable. On n'innove pas sur un coup de tête ou dans la nature, sauf si on a d'autres ambitions, d'autres stratégies, mais en tout cas dans le contexte que l'on a évoqué, dans une organisation de grande taille avec des processus et puis un existant, eh bien il faut un cadre et de ne pas tomber dans le piège de standardisation est égal quelque chose de figé. Donc là, je pense que c'est vraiment les choses à retenir, c'est que on stabilise avant d'innover. Et ça permet justement de pouvoir prendre le recul nécessaire pour aller chercher des expérimentations pertinentes. Oui, tout à fait. Moi, je rajouterais à la fin qu'en fait, il y a aussi une notion peut-être qui peut aider à l'innovation. Tu parles très bien de ce cadre-là qui permet de décupler ce que je vais appeler la créativité, en fait, finalement. C'est qu'en fait, en posant un cadre qui rend les gens plus créatifs, on a en fait plus de possibilités ou d'itérations qui permettent d'aboutir à une innovation. Souvent, d'ailleurs, quand on l'a vu dans le passé, le post-it, le micro-ondes, il y a bon nombre d'innovations qui sont des erreurs en fait, qui sont nées suite à des itérations hasardeuses parfois et qui aujourd'hui sont citées comme référence, mais en fait personne n'a voulu inventer le post-it. C'est ça. Donc donnez du temps à vos équipes, c'est ce qu'on a envie de conseiller. Faites-leur confiance. Réinvestissez ce temps gagné avec le Lean, c'est fondamental. Et ne tombez pas dans le piège de la réduction des coûts à outrance, puisque finalement, ça coûte plus cher par ailleurs. Exactement. Samir, en tout cas, j'étais ravi d'échanger avec toi. Plaisir sur partagé. Ce sujet. Merci j'espère que vous avez apprécié également. Alors, vous pourrez nous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page LinkedIn, le collectif Uptrade, et également sur notre chaîne YouTube, le collectif Uptrade, pour visionner cette vidéo et les prochaines qui arriveront dans les mois qui viennent. Merci en tout cas à tous. Samir, à très bientôt. Merci, et n'hésitez pas aussi à réagir parce que c'est des questions ouvertes et donc on sera à la fois ravis et curieux d'entendre vos réactions. Merci Younes. À très bientôt.